D'accord. Oui. J'aime bien le format qu'on avait la dernière fois, tu sais, aborder trois grands sujets. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la guerre en Iran, puis des relations entre les États-Unis et la Chine, puisque Trump arrive bientôt. Et je voudrais aussi dire quelques mots sur l'état de l'OTAN, parce qu'il s'y passe pas mal de choses en ce moment. Bon, alors, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est actuellement en Chine. Trump doit arriver dans environ une semaine. Tu penses que tout ça est lié? Eh bien oui, c'est lié. Mais même si Trump ne venait pas, la Chine et l'Iran ont un partenariat stratégique. L'Iran est en conflit avec les États-Unis. Il dépend beaucoup de la Chine pour son économie et pour le commerce. L'Iran fait aussi partie des BRICS. Ce serait vraiment surprenant que dans un moment comme celui-ci, les Iraniens ne se rendent pas en Chine. Je veux dire, Araghchi est allé en Russie il y a environ une semaine, donc c'est logique qu'il enchaîne avec un voyage en Chine. Et le fait que Trump soit attendu là-bas dans environ une semaine, c'est utile pour les Iraniens parce qu'ils peuvent informer les Russes et pour les Chinois parce qu'ils peuvent mettre Wang Yi au courant de la situation et de leur point de vue. Donc de ce point de vue, tout ça a parfaitement du sens. Mais pour le dire clairement, la Chine est aujourd'hui le pays le plus important pour l'Iran. Et ce serait vrai que Trump aille en Chine ou non. En ce qui concerne la guerre elle-même, tu sais, il y a un cessez-le-feu en place. Mais l'Iran a aussi frappé les Émirats arabes unis. Et jusqu'à présent, on dirait que parmi tous les pays, les Émirats sont sans doute ceux qui ont été le plus touchés, à part Israël, d'accord? Et la dernière information, c'est qu'ils ont aussi frappé un terminal pétrolier récemment. Donc, je suppose que les Émirats sont visés parce qu'ils sont probablement les plus proches des États-Unis et d'Israël, mais aussi les Émirats ont, semble-t-il, participé eux-mêmes à des bombardements contre l'Iran. C'est bien ça? C'est ce qui a conduit à cette situation, non? Ah, absolument. Je veux dire, les Émirats arabes unis ont été le pays le plus agressif, le plus antagoniste envers l'Iran parmi tous les États du Golfe Persique. Et je pense que cela est devenu très clair ces dernières semaines. Ils ont été les plus favorables à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Ils ont aussi des revendications territoriales vis-à-vis de l'Iran concernant plusieurs îles dans le détroit d'Ormuz qu'ils estiment leur appartenir. Et puis, ils cherchent également à acheminer leur pétrole par d'autres ports pour contourner le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, en plus de tout ça, il y a de nombreux rapports, dont nous avons parlé dans plusieurs émissions, qui indiquent que les Émirats arabes unis connaissent eux-mêmes des difficultés financières. Ils ont mis en place cet accord de swap avec la Réserve fédérale américaine. C'est un dispositif limité. Et d'ailleurs, c'est confirmé. Ils ont restreint la sortie de capitaux, dont la plupart allaient effectivement vers Hong Kong. Mais une partie partait aussi vers les marchés des crypto-monnaies et vers Singapour. Du point de vue iranien, ce pays est donc perçu comme agressif et hostile, aligné sur les Américains et les Israéliens, cherchant à contourner les restrictions iraniennes dans le Golfe Persique. Et je pense que les Iraniens se sont dit, c'est le moment de leur donner une leçon. Ils ont profité du fait que Trump avait lancé cette idée complètement folle de faire escorter les pétroliers par ses navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont sauté sur l'occasion. Ils ont dit que c'était une violation du cessez-le-feu et ils en ont profité pour attaquer les Émirats arabes unis. Donc, à mon avis, les Émirats jouent un jeu vraiment imprudent. Le prince héritier d'Abu Dhabi était en Chine et comme je l'ai dit, il a rencontré Xi Jinping. Je n'ai aucun doute que Xi Jinping lui a dit de se calmer, d'essayer d'être plus posé, plus raisonnable face à la situation. On dit du prince héritier que c'est un homme au caractère très très fort. Visiblement, il n'a pas écouté les conseils de Xi Jinping
Et le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, enfin, ce genre de choses, ils écoutent rarement les conseils avisés, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas ça. On est des êtres émotionnels, nous les humains. C'est comme ça. Même si intellectuellement, je pense qu'ils devraient sans doute être plus réceptifs aux idées de Xi Jinping. Mais émotionnellement, je ne crois pas qu'il en soit capable. Et il n'est pas le seul, hein. J'ai dit que Trump, c'est pareil, non? Eh bien, Trump, c'est pareil. La plupart des gens, la plupart du temps, sont comme ça. On le sait bien. Maintenant, cela dit, il faut quand même dire qu'il devrait écouter Xi Jinping. Oui, Un conseil. On peut comprendre certaines choses du point de vue des Émirats arabes unis, parce qu'on a de plus en plus l'impression qu'on approche de la fin de cette affaire. Les Américains ont maintenant abandonné leur tentative d'ouvrir le sultanat d'Oman. Ils semblent être en train de négocier, et tout indique qu'un accord va être conclu. D'une manière ou d'une autre, l'Iran sort de tout ça dans une position bien plus forte qu'avant que tout ne commence. On dirait même qu'il est en train de devenir le pays le plus puissant du Golfe Persique. Alors si vous êtes les Émirats, forcément, ça vous inquiète. Et ça vous met en colère. Ils ont maintenant une porte de sortie. Et j'ai remarqué que Wang Yi en a reparlé avec Araqchi. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier. L'idée, c'est de mettre en place une architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Vous, les Iraniens, et tous les autres États du Golfe, trouvez un accord entre vous. Vous avez tous un intérêt commun à la paix dans votre région. Personne ne doit dominer les autres. Personne ne doit menacer les autres. C'est possible. On peut y arriver. Les Russes soutiennent cette approche. Ils appuient la Chine sur ce dossier de manière assez ferme. Alors allez-y, avancez dans cette direction et vous n'aurez plus à craindre les Iraniens de la même façon si vous tombez d'accord avec eux sur ce point. Et nous, eh bien, nous n'interviendrons pas. La Chine n'entrera pas dans le Golfe Persique comme les Américains l'ont fait. Elle ne va pas installer de base ni ce genre de choses. Ce n'est pas sa manière de faire. Mais elle sera là pour vous aider. Et d'ailleurs, il l'a vraiment dit, mot pour mot. Donc pour les Émirats arabes unis, une diplomatie intelligente consisterait à saisir cette opportunité et à s'appuyer dessus. Parce que, d'une façon ou d'une autre, si les Américains se retirent réellement, plutôt que d'affronter les Iraniens seuls, il vaudrait mieux mettre en place des structures avec l'aide de la Chine. Ce serait une bien meilleure protection que les alliances avec les États-Unis et Israël qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont conduit aux difficultés dans lesquelles les Émirats se trouvent aujourd'hui. En plus, d'après ce que je comprends, le public aux Émirats arabes unis n'est pas favorable à une relation aussi étroite avec Israël, par exemple. Les accords d'Abraham, les Émirats font partie des rares pays arabes à y avoir adhéré, non? Et le public n'est pas vraiment content de ça. Pour moi, la famille royale n'est pas en phase avec le sentiment populaire, surtout en ce qui concerne sa relation privilégiée avec Israël. Maintenant, je comprends leur logique. Se rapprocher d'Israël et des États-Unis pour obtenir une forme de protection. Mais ça ne fonctionne pas non plus, n'est-ce pas? Les États-Unis ne les ont pas protégés. Alors, où est la logique, finalement? Vous avez tout à fait raison. Vraiment, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, si vous allez aux Émirats arabes unis, le sentiment là-bas, parmi la population, est le même que dans la plupart des pays arabes et musulmans. Ils se méfient profondément des Américains. Ils se méfient encore plus des Israéliens. Ils éprouvent une grande sympathie pour les Palestiniens. Ils ont le sentiment qu'il y a eu un génocide là-bas. Ils n'ont aucune hostilité envers la Chine. Absolument aucune. Et ils ne comprennent pas pourquoi les Émirats devraient participer aux Jeux américains autour de la Chine.
si c'est bien ça l'agenda de Washington. Peut-être que certains d'entre eux ont quelques inquiétudes à propos de l'Iran, qui est chiite, alors que la majorité de la population des Émirats est sunnite. Mais l'Iran, lui, a toujours été là. C'est une réalité qui a toujours existé. Je ne pense pas que ce soit un sujet majeur pour la plupart des gens aux Émirats arabes unis. Donc, bien sûr, ils se diront « allons dans le sens de ce que les Chinois proposent ». Mais, comme vous l'avez justement dit, la famille royale, ou du moins le prince héritier d'Abu Dhabi, est, comme je le dis souvent, un homme de caractère, et il est connu pour ça. Et clairement, il n'aime pas beaucoup les Iraniens. Apparemment, il traverse en ce moment une période compliquée avec les Saoudiens. Alors, il réagit, comme le font beaucoup de gens. Il frappe là où il peut, de manière assez émotionnelle. Il devrait, en réalité, écouter son peuple. Oui, comme tu l'as dit, il y a des signes dans ce sens. On dirait que, du côté de Trump, il veut vraiment mettre fin à cette guerre. Il y a environ 1 heure, il a publié un message sur Truth Social. Il a écrit que si l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, ce qui est peut-être une grosse hypothèse, alors la fureur déjà légendaire et épique prendra fin et le blocus très efficace permettra au détroit d'Ormuz d'être ouvert à tous, y compris à l'Iran. Mais s'il refuse, les bombardements commenceront et ce sera malheureusement à un niveau et une intensité bien plus élevés qu'avant. Voilà ce qu'il a posté sur Truth Social. Et puis, Reuters a aussi rapporté, d'après une source au Pakistan, qu'il serait apparemment proche de signer un mémorandum d'1 page pour mettre fin à la guerre. Donc il y a des signes que, du moins du côté de Trump, il pourrait vraiment mettre fin à la guerre. Tu penses que c'est possible? Je pense que oui, parce que rien ne s'est passé comme prévu. Trump a attaqué l'Iran. Quoi qu'il en dise aujourd'hui, il est évident qu'il s'attendait à ce que l'Iran s'effondre. Il y a eu tout un article dans le New York Times qui décrivait ça en détail. Donc il pensait que l'Iran allait s'effondrer. Il croyait qu'il pourrait forcer les Iraniens à faire toutes sortes d'engagements, de concessions sur les missiles balistiques, sur le soutien au Hezbollah et tout le reste. Il avait des attentes complètement irréalistes sur ce que cette guerre allait permettre d'obtenir. L'Iran a tenu bon. Il a riposté. Il a tenu tête à l'Amérique, ce qui est un événement immense d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est en position de force pour négocier. Les seules choses que Trump peut encore exiger, ce sont des restrictions sur le programme d'enrichissement de l'Iran et des engagements de la part de Téhéran à ne jamais acquérir l'arme nucléaire. Des choses que l'Iran a toujours dit être prêt à faire. Donc, du point de vue iranien, ça a tout à fait du sens d'accepter ces conditions, surtout s'ils obtiennent en échange la levée des sanctions. Et du point de vue de Trump, eh bien, qu'est-ce qu'il a vraiment gagné avec cette guerre? Il a vidé les arsenaux américains, montré les limites de la puissance militaire des États-Unis et provoqué une crise dans l'économie mondiale puisque le détroit d'Ormuz a été fermé. Donc pour lui, mettre fin à la guerre dès qu'il le peut, c'est tout à fait logique. Et comme toujours, il essaye de présenter ce qui est clairement une défaite comme une victoire. Mais, vous savez, il faut peut-être pas trop lui en vouloir pour ça, parce que si ça nous permet d'obtenir la fin de la guerre, eh bien, tant mieux. Oui, oui. Et on lui a aussi posé une question sur cette date limite. Vous vous souvenez, on avait parlé du 1er mai comme du moment où il est censé s'adresser au Congrès, non? Le Congrès doit agir sur ce point. Son explication, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller devant le Congrès pour obtenir une autorisation parce qu'on est en cessez-le-feu. En gros, il n'y a pas de guerre. C'était son argument et je trouve ça plutôt intéressant. Oui, je sais. Un idéal. Oui, mais il y a autre chose aussi. Il doit quand même arriver à une sorte de conclusion avant de partir en Chine, non?
Donc de ce point de vue-là aussi, c'est bien ça? C'est tout à fait exact. Je veux dire, la dernière chose qu'il peut se permettre, c'est d'aller en Chine, de rencontrer Xi Jinping et d'être humilié une fois de plus. Vous vous souvenez, il avait déjà été humilié en Corée du Sud. Mon collègue Alex Christoforou pense que cet épisode en Corée du Sud a été l'événement le plus déterminant dans sa décision de lancer cette guerre contre l'Iran dès le départ. À ce moment-là, il avait perdu la face devant Xi Jinping. Il devait donc trouver un moyen de lui montrer « Regarde, je suis l'empereur suprême de l'Occident. Je contrôle les approvisionnements en pétrole de la Chine. Tu dois me prendre au sérieux. » Alors, il a déclenché cette guerre en pensant qu'il allait la gagner. Et vite. Et maintenant qu'il ne l'a pas fait, il doit tout arrêter le plus vite possible pour que, lorsqu'il ira rencontrer Xi Jinping, il n'y paraisse pas trop clairement comme un perdant. Ou pire encore, comme un suppliant venu demander à la Chine de l'aider à se sortir du pétrin dans lequel il s'est mis. Oui, je pense qu'il a probablement raison, tu sais, Alex Christoforou, parce que, d'une part, je crois que Trump a toujours pensé que prendre l'Iran, c'était facile. Je t'ai déjà parlé de cette interview qu'il avait donnée à Barbara Walters, il y a 30 ou 40 ans. À l'époque déjà, il disait « Pourquoi on ne prendrait pas simplement le pétrole de l'Iran ?» Donc, il doit avoir cette conviction très forte que c'est simple, que c'est facile. Et puis, probablement après la Corée du Sud, il s'est dit « Bon, pourquoi on ne le ferait pas ?» J'ai toujours voulu le faire. Et pour lui, c'est quelque chose d'assez direct, d'assez simple. Alors, pourquoi ne pas le faire, hein? C'est exactement ce qu'il a dit d'ailleurs, avant que les combats ne commencent. Il y avait des informations selon lesquelles le général Keane n'était pas très enthousiaste à propos de la guerre avec l'Iran. Et puis Trump a publié en urgence un message sur Truth Social, disant que le général Keane était totalement d'accord et qu'une guerre avec l'Iran serait facile. Comment il avait appelé ça déjà? Une excursion ou quelque chose comme ça? Oui, un genre de petit voyage, quoi. Il n'avait jamais imaginé que ça tournerait comme ça. Alors maintenant, il doit régler tout ça avant de partir à Pékin. Oui, à ce niveau-là, le voyage était plutôt intéressant. On a beaucoup parlé du fait que des CDX-7 de l'US Air Force, de gros avions de transport, auraient atterri à Pékin. 3 apparemment. Et ça fait se demander combien de matériel il a pu emmener avec lui pour préparer ce déplacement. Absolument. Franchement, c'est incroyable quand on y pense. En plein milieu d'une guerre avec l'Iran, il détourne des avions précieux pour faire des choses comme ça. C'est vraiment hallucinant. Mais voilà, c'est Trump. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Well, part of it, some people in the Chinese social media speculated that he wanted to make it like a big deal, because he's so insecure about himself. So that's why he need all this entourage, all kind of things make it like a huge deal kind of a thing, isn't it? You're completely right. He is in awe of Xi Jinping. Tu as tout à fait raison. Il est fasciné par Xi Jinping. Je veux dire, c'est absolument clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est vraiment fasciné par Xi Jinping. Et d'ailleurs, par la Chine aussi. Beaucoup de gens le sont, d'ailleurs. C'est un fait que beaucoup de gens, en dehors de la Chine, ne comprennent pas. Dans de nombreux endroits, dans beaucoup de pays, beaucoup d'Occidentaux voient la Chine comme une puissance immense. Certains trouvent ça fascinant et attirant, d'autres trouvent ça inquiétant. Quand on est perçu comme très puissant, forcément, les gens se méfient. Et bien sûr, avec une personnalité aussi peu sûre d'elle que celle de Trump, ça ne peut qu'accentuer toutes ces insécurités. Il faut dire aussi que Xi Jinping est un homme bien plus intelligent que lui et qu'il maîtrise les détails d'une manière que Trump ne comprend pas. Donc forcément, ça rend ces insécurités encore plus fortes.
So that must make his insecurities even greater. Mhm. Yeah, so he has to send the, C-17. Oui, alors il doit envoyer les CDX-7 pour tout un tas de choses. On verra bien quoi, enfin, à part sa voiture. Je pensais que la seule chose nécessaire, c'était sa voiture, non? Ils ont ce... Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y en a 3, en tout cas. Bref, une autre chose qu'ils ont tendance à faire, qu'ils aiment toujours faire, c'est jouer les durs avant qu'il arrive, pour qu'il ait des cartes à jouer ou des jetons à échanger. Donc, ils imposent de nouvelles sanctions à des entreprises chinoises liées aux sanctions contre l'Iran. Ce sont des raffineries de pétrole et des sociétés de ce type. Mais cette fois, pour la première fois de l'histoire, la Chine a dit on ne va pas s'y conformer. Et ça, c'était un gros événement. J'ai vu beaucoup de reportages là-dessus dans les médias occidentaux, moins en Chine, même s'il y a eu quelques discussions aussi. Mais c'est presque comme si les Chinois s'attendaient à ce que leur gouvernement dise quelque chose comme ça. On ne va pas s'y conformer. Qu'est-ce que vous en pensez? I think this is an immense event. Je pense que c'est un événement immense. Je pense même que c'est un moment historique. Je peux comprendre qu'en Chine, on ne le voit pas comme ça, vu leur point de vue. Pour eux, ils ne font que tenir tête à des intimidateurs. C'est ce que les gens attendent d'eux, après tout. Mais si on regarde ça de l'extérieur, on parle quand même de la plus grande économie du monde, en parité de pouvoir d'achat, de la plus grande puissance commerciale, du pays qui fabrique de loin le plus de biens, qui en exporte aussi le plus, et qui d'ailleurs en importe énormément. Et ce qu'ils disent en gros, c'est qu'à partir de maintenant, bon, pour l'instant, ça ne concerne que le pétrole, mais à partir de ce moment, ils ne tiendront plus compte des sanctions américaines. Les Américains peuvent sanctionner autant qu'ils veulent. Eux, ils s'en moquent. All they like, but we don't care. Et si les Chinois s'en moquent, non seulement ça crée un précédent énorme, mais en plus, à terme, ça fragilise tout le système. Parce que ça met les autres pays dans une situation où ils peuvent se dire « Eh bien, regardez, nous non plus, on n'a pas besoin de respecter les sanctions américaines puisque les Chinois ne le font pas. » Aujourd'hui, on achète déjà plus de produits à la Chine qu'aux États-Unis. Et la Chine devient aussi pour nous une source majeure de capitaux d'investissement. Si les Chinois adoptent cette position, je pense qu'on n'a plus vraiment de raison de prêter attention aux sanctions. Le principe même des sanctions américaines, ce qui les rendait efficaces, c'est que les États-Unis étaient perçus comme l'acteur le plus puissant de l'économie mondiale, celui qui en exerçait le contrôle. Ce que cela montre, ce que ça dit à tout le monde, partout dans le monde, c'est que le contrôle que les Américains exerçaient sur l'économie mondiale est en train de prendre fin. C'est le début de la fin des sanctions. La Chine s'est levée. Vous vous souvenez de ce que disait le président Mao? Le peuple chinois se lève. Eh bien, la Chine se lève aujourd'hui sur cette question. Et je ne veux pas dire que quelqu'un à Pékin, à Zhongnanhai ou ailleurs, se soit assis en disant « Voilà ce qu'on va faire, on va détruire le régime de sanctions américain ». Non. Mais simplement par le fait d'agir ainsi, la Chine, comme je l'ai dit, met fin à toute une époque de sanctions. Une époque que les Américains avaient en grande partie initiée au début ou au milieu des années 90. L'ère des sanctions touche à sa fin. Et comme je l'ai déjà dit, l'importance de cet événement ne peut tout simplement pas être exagérée. Au fond, tout tourne autour de ces banques. Pour moi, ça ressemble à SWIFT, non? Parce que si on parle plus précisément de ces 5 entreprises sanctionnées, évidemment, les autres sociétés en Chine, leurs fournisseurs, leurs clients, ne vont pas pouvoir continuer comme si de rien n'était. Mais les banques avec lesquelles elles travaillent, c'est là que, selon moi, les États-Unis s'attendent à ce que ces banques empêchent tout simplement ces 5 entreprises d'utiliser SWIFT pour transférer ou faire circuler de l'argent, ce genre de choses. Donc je regarde du côté des banques, il y a aussi des banques américaines. Et la plus grande, c'est HSBC.
qui est une banque britannique, n'est-ce pas? Now, the biggest one is HSBC, which is a British bank, right? And then there is a Standard Chartered, which is another Et British puis, il y a Standard Chartered, qui est une autre banque britannique. HSBC, par exemple, tire environ 60% de ses revenus de la Chine, au sens large, c'est-à-dire la Chine continentale, Hong Kong et toute cette région. Mais même les banques américaines, comme Goldman Sachs, obtiennent entre 13 et 15% de leurs revenus d'Asie. Une grande partie de cela vient de la Chine et d'entreprises liées à la Chine. Même en dehors de la Chine, en Asie, beaucoup de sociétés sont en réalité chinoises. Leur activité s'étend donc à travers tout le continent asiatique. JP Morgan en fait partie, tout comme Bank of America. Il y a aussi plusieurs Citigroup et d'autres banques américaines. Alors, selon vous, que va-t-il se passer? Est-ce qu'elles peuvent simplement ignorer ces sanctions? Et si elles le font, est-ce que l'administration Trump peut vraiment agir? Or if they do, can Trump administration do anything? Right. Well, I mean, some of the American banks. Oui. won't defy American- Enfin, American je veux dire, citizens. certaines banques américaines ne vont pas défier les sanctions imposées par les États-Unis. Et malgré tout, je pense qu'au sein de HSBC, il y aura aussi une grande crainte de le faire. Mais c'est probablement la dernière fois que vous verrez les banques et les institutions financières suivre les règles américaines sur ce sujet. La raison est simple. Le système financier tel qu'on l'a connu est en train de changer, et il change très vite. Ces décisions vont encore accélérer ce mouvement. On commence déjà à voir de plus en plus de transferts et de transactions financières se faire en dehors du système SWIFT. Il existe désormais de plus en plus de moyens de transférer de l'argent sans passer par le dollar. Et le pays qui, au final, va dominer les flux financiers mondiaux, ce sera la Chine. Parce qu'en réalité, elle possède déjà le plus grand système financier du monde. It's already got the biggest financial system in the world. It's bigger than the American. People don't understand this. C'est plus grand que le système américain. Les gens ne s'en rendent pas compte, parce que le système chinois n'est pas mondial de la même façon que le système américain. Mais si on parle des transactions intérieures, il est déjà plus important que celui des États-Unis. Et il a toute l'architecture nécessaire pour s'étendre au-delà. Maintenant, les Chinois ne veulent pas rendre leur monnaie convertible comme l'est la monnaie américaine. Et ils ont raison, d'ailleurs. Ils ont tout à fait raison de ne pas le faire. Mais les gens passent trop de temps à parler des monnaies de réserve. Les monnaies de réserve ne sont que des outils pour les paiements internationaux. On peut très bien imaginer d'autres outils qui ne soient pas des monnaies de réserve. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et oui, pendant un an environ, HSBC et les autres respecteront ces sanctions. Mais peu à peu, rapidement et inévitablement, ils cesseront de le faire. Voyez, toutes les autres banques, je pense qu'elles feraient au moins semblant de le faire, parce qu'elles pourraient bien finir par le faire. D'après Bloomberg, et je suis d'accord avec ça, il y a déjà des transactions en dehors du dollar qui passent par le système de paiement chinois, le CIPES, le système interbancaire de paiement transfrontalier. La Chine l'a déjà mis en place. Donc le commerce hors dollar existe déjà là-bas. En fait, la seule raison d'utiliser SWIFT, c'est quand il s'agit d'une transaction en dollars. On verra bien comment tout ça évolue, mais ces banques vont devoir fonctionner en quelque sorte avec deux systèmes séparés. Oui, Sauf HSBC. Et si je dis ça, c'est parce que HSBC ferait bien d'écouter ce que fait la Chine. eh bien HSBC, c'est HSBC en fait. Je veux dire, vous avez parlé d'une banque britannique, mais c'est essentiellement une banque asiatique. Oui, Je veux dire, sa base principale, c'est Hong Kong. Elle ne peut pas se permettre d'être complètement coupée de la Chine. Enfin, c'est la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. C'est littéralement ce que son nom veut dire. Donc elle n'est pas vraiment en position de fin. Mais en même temps, ils ne veulent pas non plus être sanctionnés par les États-Unis. Du coup, ils vont jouer un jeu très compliqué et franchement très difficile. Vous savez ce qu'ils pourraient faire?
Ils pourraient se diviser, avoir différentes branches qui font certaines choses pendant que d'autres en font d'autres, monter toutes sortes de sociétés et faire semblant qu'aucune ne travaille vraiment avec les autres. Et bien sûr, dès que tout sera terminé, ils se retrouveront à nouveau. Ce genre de situation arrive souvent dans le monde, et je pense que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais au fond, la Chine n'a pas besoin de HSBC. Les grands événements qui vont se dérouler dans les prochaines années ne concernent pas vraiment HSBC. C'est un problème pour HSBC, pas un problème pour la Chine. Oui, HSBC doit vraiment faire très attention parce que la dernière fois, quand ils ont arrêté Meng Wanzhou, c'est HSBC qui avait transmis certaines informations au gouvernement américain. Et ça avait déjà beaucoup fâché la Chine. Je crois que la personne directement impliquée dans cette affaire a été licenciée ou quelque chose comme ça. Ils ont donc dû faire quelque chose pour apaiser le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois était très en colère à propos de toute cette histoire. Alors maintenant, cette fois-ci, s'ils ne s'y prennent pas bien, je ne sais pas trop. Comme tu dis, ils sont dans une position vraiment très difficile. Ils sont dans une situation vraiment, vraiment difficile. Et leurs actionnaires aussi. Beaucoup d'entre eux sont britanniques d'ailleurs. HSBC, c'est quelque chose que les Chinois ne réalisent peut-être pas. L'importance énorme de Hong Kong pour la richesse privée britannique. Oui. Je veux dire, il y a tous ces juges britanniques qui, une fois à la retraite, partent travailler à Hong Kong, dans la magistrature locale. Et là-bas, ils gagnent beaucoup plus d'argent que quand ils exerçaient ici. Il y a aussi tous ces avocats qui vont à Hong Kong pour plaider des affaires. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En réalité, beaucoup de Britanniques qui travaillent dans la finance, dans les affaires, ou qui ont hérité de leur fortune. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'une grande partie de cet argent a un lien avec Hong Kong, ou en vient directement. Donc forcément, toutes ces personnes vont être très inquiètes à l'idée d'une véritable guerre économique entre les États-Unis et la Chine, avec Hong Kong pris en étau au milieu. Oui, Hong Kong est un endroit vraiment intéressant, surtout quand on parle de la relation avec la Grande-Bretagne, enfin, entre la Chine et la Grande-Bretagne. Oui, bref, Marco Rubio, lui, a en quelque sorte menacé d'imposer des sanctions secondaires si certains ne se conforment pas. Donc j'imagine qu'il y a déjà des discussions sur des entreprises ou des banques qui pourraient ne pas respecter ces règles. Voilà ce qu'il a dit. Je crois que c'était hier. Si vous ignorez nos sanctions, vous allez faire face à des sanctions secondaires. Je n'ai pas d'annonce à vous faire à ce sujet aujourd'hui, mais on ne fait pas ce genre de choses pour des raisons symboliques. Le simple fait qu'il en parle me donne l'impression que certains disent déjà qu'ils ne peuvent pas se conformer ou quelque chose comme ça. Mais même dans cette déclaration, il menace de sanctions secondaires, tout en disant qu'il n'a rien à annoncer, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de détails concrets, n'est-ce pas? Donc, pour moi, ça donne l'impression que même du côté de l'administration, quand ils ont fait ça, ils ne s'attendaient clairement pas à ce que la Chine réponde aussi directement. Nous, on ne se conformera pas à ça. Exactement. Ils ne s'y attendaient pas. Comme je l'ai dit, c'est un moment décisif de l'histoire moderne. Une situation où un pays comme la Chine dit « ça suffit, on ne joue plus le jeu ». C'est absurde. On ne peut pas laisser tout notre commerce extérieur, nos activités financières et tout le reste dépendre des caprices des États-Unis, de leurs politiciens et de leurs responsables du Trésor. C'est un vrai choc et on voit bien que Rubio essaie de faire peur à tout le monde pour obtenir l'obéissance, parce que c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Mais comme vous l'avez très justement dit, le simple fait qu'il soit obligé d'en arriver là
montre à quel point ce régime de sanctions est dans une situation critique. À mon avis, il lui reste au maximum 5 ans. À partir de maintenant, il va commencer à se désagréger. Et si on parvient à un accord de paix avec l'Iran qui entraîne la levée des sanctions, peut-être pas complètement, mais même si on commence à en lever de plus en plus, eh bien ça renforcerait tout ce processus. Il sera très difficile de maintenir des sanctions contre la Russie dans une telle situation. Et comme je l'ai dit, dans un délai relativement court, tout ce système qui consiste à essayer de diriger le monde à travers les sanctions va commencer à s'effondrer, et s'effondrer complètement. Parce que de plus en plus de pays, de banques, d'institutions, d'entreprises, d'armateurs, d'industriels et de gouvernements nationaux vont dire « Écoutez, on se fiche de ce que disent les États-Unis. Ça ne nous dérange pas ce qu'ils disent. » Au bout du compte, il est plus important pour nous de commercer avec la Chine, qui est aujourd'hui la plus grande économie et qui nous fournit davantage de ce dont nous avons besoin que de commercer avec les États-Unis. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un moment décisif pour le monde. La sanction en elle-même, je ne la vois pas vraiment comme bénéfique pour les États-Unis. Franchement, elle n'a fait que créer de la confusion et des difficultés pour les entreprises américaines, les sociétés américaines, les banques américaines. Non, les États-Unis ne tirent aucun avantage de ces sanctions. Les États-Unis ne tirent absolument aucun bénéfice des sanctions. Je veux dire, les politiciens pensent peut-être que si, et ça leur donne sans doute l'impression d'avoir du pouvoir. Mais les sanctions, en réalité, c'est un vrai cauchemar. Moi, je suis grec, donc j'ai quelques contacts dans le monde maritime. Et on m'a dit que tout le système des sanctions est devenu tellement énorme, tellement complexe et tellement incontrôlable qu'il crée des problèmes pour les armateurs en permanence, partout dans le monde. Prenons un exemple. Vous avez un navire vide, quelque part dans l'océan Indien. Vous apprenez qu'il y a une grosse cargaison à récupérer à Karachi, une cargaison de céréales. Alors vous envoyez le navire pour aller la chercher. C'est ce que font les armateurs d'ailleurs. Ils passent leur temps au téléphone à chercher des opportunités. Eh bien, dans ce cas, il faut se poser des questions. Si vous allez à Karachi pour acheter du grain, d'où vient ce grain exactement? Est-ce qu'il vient de Russie, d'Iran ou d'un autre pays? Qui sont les différentes personnes par lesquelles ce grain est passé? Est-ce que l'une d'entre elles est elle-même sous sanction? Si nous décidons vraiment d'acheter ce grain, est-ce qu'on risque de violer une règle liée aux sanctions, quelque part? Et bien sûr, dans ce genre de situation, les armateurs se protègent. Ils prennent des assurances, ils essayent de se couvrir. Mais tout cela crée de la tension, de l'inefficacité, ça augmente les coûts et ça rend l'inflation plus forte qu'elle ne le serait autrement. C'est un problème énorme, une véritable entrave au commerce mondial. Ça introduit une forme d'inefficacité structurelle dans le système dont le monde n'a absolument pas besoin. Oui, et Trump lui-même se présente toujours comme un homme d'affaires, mais on dirait qu'il n'est pas vraiment favorable aux entreprises avec toutes ses politiques, non? Et en ce moment, pour les banques, ce qu'il fait, c'est un vrai cauchemar. Quand la Chine a dit non, on ne se conforme pas, je pense que ça a mis toutes les banques dans une situation très difficile ou au moins très compliquée. Non? Oui. Vous savez, c'est un homme d'affaires. Mais quand il pense au business, il pense à ses propres affaires. Il n'est pas vraiment favorable aux entreprises. Je veux dire, le gouvernement chinois, lui, est très favorable aux affaires. Oui, vraiment. J'ai des amis russes, notamment l'un d'eux qui a travaillé comme banquier à Shanghai. Et il m'a dit que le gouvernement chinois prend le business très au sérieux, qu'il travaille dur.
qu'il cherche à soutenir et à aider les entreprises autant qu'il le peut. Ce n'est pas du tout ce que fait Trump. Oui, le gouvernement chinois, en fait, les gens pensent qu'ils contrôlent tout. Moi, je crois qu'ils n'interviennent pas dans les affaires tant que vous ne portez pas atteinte à l'intérêt national. En gros, ils vous laissent tranquille. Oui, absolument. Encore une fois, j'ai entendu ça de toutes sortes de personnes. En fait, si on parle de facilité à faire des affaires, c'est aujourd'hui bien plus simple de faire du business en Chine que dans l'Union européenne. Oui. Un autre domaine, bien sûr, dans la question entre la Chine et les États-Unis, c'est celui de l'intelligence artificielle. Encore une fois, Marco Rubio a récemment envoyé un câble diplomatique à des diplomates un peu partout dans le monde pour les avertir de ne pas utiliser DeepSeek. Donc ça, c'est une chose qu'il fait. Et puis, il y a autre chose. Il existe une organisation appelée Build American AI, une association à but non lucratif soutenue par des gens d'OpenAI et d'Andreessen Horowitz qui ont beaucoup investi dans l'IA américaine. Ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent des influenceurs pour présenter l'IA chinoise comme une menace. En gros, c'est moi, une IA chinoise. Voilà le genre de choses dont les gens parlent sur les réseaux sociaux en Chine. Alors, que font les États-Unis exactement? Est-ce que ça veut dire que s'ils en arrivent là, c'est qu'ils commencent à se sentir un peu inquiets pour leur propre IA, qui sont plus vraiment en tête dans ce domaine, non? Oui, c'est tout à fait exact. C'est entièrement vrai. Je veux dire clairement l'Amérique, qui prétend défendre le libre-échange, la libre entreprise et la concurrence. En réalité, rien de tout ça n'existe. Encore une fois, elle protège ses propres oligarques de l'intelligence artificielle. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, la Chine, elle ne fait pas ça. Il faut le souligner. Au final, avec une approche pareille, ils vont créer des institutions énormes, inefficaces, corrompues, peu compétitives, très dociles vis-à-vis des objectifs stratégiques américains, mais économiquement très peu performantes. Et franchement, je ne pense pas que les Américains comprennent grand-chose à l'intelligence artificielle. J'ai commencé à avoir quelques contacts dans ce milieu, et je peux vous dire que les Américains se trompent complètement. Ils s'imaginent ça comme un énorme système vertical, une sorte de vaste entreprise avec, tu vois, des super penseurs, des super ordinateurs, tout ce genre de choses. Alors qu'en réalité, c'est un outil décentralisé. C'est ça, à mon avis, l'intelligence artificielle. Donc la Chine est en train de créer l'ordinateur portable moderne, tandis que les États-Unis recréent l'ordinateur ancien, IBM refaisant en quelque sorte le vieux mainframe d'IBM. C'est exactement ce qu'ils font, en essayant de contrôler cette technologie de cette manière-là. Mais la centraliser de cette façon, ça va complètement à l'encontre de son but. En fait, ça la rend, au final, inefficace. Ils ne comprennent pas ça. Et puis, il y a un autre point à souligner. Ce n'est pas seulement une erreur de conception sur le plan industriel. C'est aussi une nouvelle démonstration de l'hostilité profonde et systémique envers la Chine qui traverse tout le système politique américain, même sur un sujet qui devrait être neutre, comme l'intelligence artificielle. Je veux dire, ils se disent à eux-mêmes, il faut empêcher la Chine de développer ça. Vous voyez Arnaud Bertrand, le français. Imaginez qu'après les expériences de Thomas Edison sur l'éclairage électrique et tout le reste, les États-Unis, au XIXe siècle, aient appliqué les mêmes principes de protection et de contrôle extrêmes qu'ils essayent maintenant d'imposer à l'intelligence artificielle. Franchement, non seulement ils ne comprennent pas la technologie et l'industrie moderne, mais ils les comprennent encore moins qu'on ne les comprenait dans les années 1870. Et il a tout à fait raison. On ne peut pas contrôler la diffusion des technologies de cette manière-là.
Si on regarde les véhicules électriques, par exemple, les États-Unis bloquent clairement la Chine, enfin les véhicules électriques chinois, pour qu'ils n'entrent pas sur le marché américain. Mais il faut se souvenir que, à l'époque, la Chine était en retard. Et c'est Tesla qui est allé à Shanghai. La Chine a alors apporté son aide, au point qu'on peut dire qu'elle a presque sauvé Tesla. À ce moment-là, Elon Musk était très endetté, il avait de gros problèmes financiers. Et c'est là qu'il a fini par installer une usine à Shanghai, qui reste aujourd'hui encore le plus grand site de production de Tesla. Donc à ce moment-là, la Chine aidait Tesla. Elle n'avait aucun problème à laisser entrer des véhicules électriques américains. Elle a même soutenu cette entreprise. Mais avec le temps, les constructeurs chinois ont rattrapé leur retard. Ils ont appris de Tesla. Alors, à mon avis, c'est l'utilité électrique chinois dans l'Amérique. C'est vraiment extrêmement stupide. It's completely stupid. And what they do with AI is even more stupid. C'est complètement idiot. Et ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus idiot. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est, l'IA. Ils s'imaginent que c'est une énorme avancée technologique. Les Américains pensent toujours comme ça. En réalité, la meilleure façon de la comprendre, c'est comme une évolution organique très importante dans le monde de l'informatique et de l'électronique. C'est, en gros, ce que c'est. Mais bon, voilà. Ils enchaînent les erreurs, parce qu'ils ne se concentrent pas sur ce sur quoi tout gouvernement devrait se concentrer. Les meilleurs intérêts économiques, financiers et sociaux de leur pays et de leur population. Eux, ils voient tout à travers le prisme du pouvoir. Oui, Et ça fausse leur manière de penser et leur compréhension de ces sujets. et puis il y a autre chose. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour créer cette énorme bulle sur le marché boursier. Oui, ça fait aussi partie du problème. Absolument. Très bien. Parlons un peu de l'OTAN. Alors, l'Allemagne a dépassé les États-Unis en capacité de production de munitions. J'ai été surpris de l'apprendre. Et en même temps, les États-Unis ont retiré 5000 soldats d'Allemagne. Donc, j'ai l'impression que les États-Unis jouent un rôle de moins en moins important au sein de l'OTAN. C'est bien ça? C'est vrai. Je voudrais juste expliquer quelque chose ici d'ailleurs, que les Chinois devraient bien avoir en tête. Le fait que l'Allemagne dépasse les États-Unis en production de munitions peut sembler incroyable. Mais en réalité, ce n'est pas si surprenant à cause de la guerre en Ukraine. J'ai regardé de près l'état de la production de munitions en Europe et aux États-Unis. Et c'est catastrophique dans les deux cas. Au début de la guerre en Ukraine, les États-Unis produisaient, je crois, environ 14 000 obus par mois. Et je suis sûr que des usines chinoises pourraient en fabriquer autant en une seule journée. Je n'exagère pas. La production américaine a un peu augmenté depuis, pour atteindre environ 36 000 obus par mois. Les Allemands n'ont finalement pas tant de chemin à faire pour rattraper et dépasser ça. Les Américains, eux, ont essayé d'augmenter leur propre production en construisant une nouvelle usine. En fait, ils ont quasiment importé l'usine entière, depuis la Turquie, en partant de zéro. Et apparemment, ça ne s'est pas très bien passé. Donc cette usine a été plus ou moins construite, mais elle n'a jamais été mise en service. Tout ça donne l'impression d'une grande nouvelle, mais en réalité, ce n'en est pas vraiment une. La vérité, c'est que dans tout le système industriel occidental, l'état de la production d'armement est très mauvais. Les États-Unis, par exemple, ne fabriquent plus de chars. Ils se contentent de remettre à neuf les anciens. Et j'ai lu dans The Economist, encore une fois, tout ça à cause de la guerre en Ukraine, qu'il faut 2 ans aux États-Unis pour remettre un seul char en état. Donc c'est ça le point de départ.
Oui, je pense que les États-Unis commencent à se désengager de l'Europe. On a vu ce retrait de 5000 soldats. Ce que la guerre en Iran a révélé, c'est que l'armée américaine ne peut pas être forte partout, tout le temps, sur tous les fronts. Elle doit maintenant jongler avec ses ressources. Ils ont déplacé leurs missiles THAAD de la Corée du Sud vers le golfe Persique. Et ils ont aussi dû transférer leurs navires de guerre amphibies de la région Asie-Pacifique vers le golfe Persique. Il n'y a plus vraiment beaucoup de porte-avions ou de navires de guerre en réserve aujourd'hui. Alors, si on revient à Arnaud Bertrand, il a publié un article très intéressant, il y a environ un an, où il expliquait que derrière tout le discours, les menaces et les démonstrations de force, la réalité, c'est que la présence militaire américaine en Asie est en train de se réduire. Et quand on regarde tous les faits qu'il a exposés avec précision, il a raison. Et maintenant, on commence à voir la même chose en Europe. Ce n'est pas parce que les Américains veulent se retirer du continent, ni parce que les Européens souhaitent leur départ. C'est simplement que les réalités militaires et industrielles ne laissent pas d'autre issue. À ton avis, comment l'Allemagne voit ça? J'ai l'impression qu'elle a sans doute des sentiments partagés à ce sujet. Je pense qu'à long terme, l'Allemagne n'a pas envie que les États-Unis soient toujours là pour les surveiller et, dans une certaine mesure, les contrôler. Qu'en penses-tu? Il y a ici une énorme fracture entre le peuple allemand et l'élite politique allemande. Maintenant, je pense qu'une chose que les gens en Chine doivent bien comprendre, c'est que l'Allemagne moderne est en grande partie une création américaine. Comme on le sait tous, l'Allemagne a été vaincue pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, dans les années 40, les Américains ont créé la République fédérale d'Allemagne, en Allemagne de l'Ouest. Ils l'ont fait en réunissant leurs zones d'occupation avec celles des Français et des Britanniques, pour former cette entité politique. Ensuite, avec les Britanniques, ils ont rédigé la Constitution allemande, celle qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Techniquement d'ailleurs, ce n'est même pas une constitution, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Et, en gros, depuis cette époque, ils dirigent le pays en coulisses. Toute la classe politique allemande s'est donc construite autour de cette réalité. L'alliance avec les États-Unis, la présence des États-Unis. Au départ, les Américains ont été bien accueillis parce que l'Allemagne, vaincue par l'Union soviétique, avait très peur que les Soviétiques finissent par tout prendre. Donc voilà, il y avait cette crainte. Peut-être qu'elle n'était pas fondée, peut-être qu'elle ne reposait sur rien de concret, mais cette peur existait bel et bien en Allemagne dans les années 50 et 60. Et il faut se souvenir qu'à cette époque, beaucoup d'Allemands avaient combattu les Russes. Donc ça jouait aussi. C'est un peu comme pour les Japonais. Bref, tous ces éléments se sont combinés et cette relation a été perçue comme efficace, solide, et les Allemands en étaient satisfaits. En plus, ils en ont tiré des bénéfices, parce que toutes ces 20 bases américaines faisaient circuler beaucoup d'argent en Allemagne. Et ça, c'était bon pour certaines parties de l'économie. Il y avait une sorte de convergence d'intérêts. Mais tout ça est en train de changer. Et ça change déjà depuis un certain temps, depuis la réunification de l'Allemagne. Beaucoup de gens en Allemagne, surtout parmi les jeunes, se demandent pourquoi les Américains sont-ils encore là? Qu'est-ce qu'ils font exactement ici? Et pourquoi ne pas recommencer à agir comme un pays vraiment indépendant et souverain, en prenant nos propres décisions à notre manière? Mais la classe politique, qui, comme je l'ai dit, s'est entièrement construite autour de la relation avec les États-Unis, a encore beaucoup de mal à s'en détacher. Il y a aussi un autre point que je pense les Chinois devraient peut-être essayer de comprendre.
c'est que nous parlons de l'Europe, et plus particulièrement de l'Allemagne. Nous parlons d'une région qui n'a jamais été unie, où il y a eu des guerres terribles, des génocides, une violence extrême, et où les différents pays se sont souvent affrontés les uns contre les autres. Et ça, c'est de l'histoire récente. Je veux dire, il y a encore aujourd'hui en Europe des gens qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour eux, pour les Européens, la présence des Américains ici, c'est une sorte de facteur de stabilité. Ça veut dire qu'il y a un maître, un professeur qui dirige l'école ici. Au lieu que les enfants, vous voyez, se battent entre eux et fassent n'importe quoi, il y a toujours le professeur qui dit « Attention, si tu dépasses les limites, tu retournes à ta place ». C'est donc une réalité très importante de stabilisation dans l'histoire européenne récente, au moins en Europe de l'Ouest. Encore une fois, je pense qu'une situation où le professeur s'en va et qu'il n'y a plus de professeur dans la classe met certains élèves très mal à l'aise. Bien sûr, ici ce ne sont pas des élèves, ce sont des nations. Et elles doivent vraiment commencer à réfléchir par elles-mêmes, à prendre leurs propres décisions. La guerre n'est pas quelque chose d'inévitable, c'est un choix. Alors dire qu'on a besoin des Américains parce qu'on ne peut pas se faire confiance à nous-mêmes, c'est une trahison envers les peuples d'Europe. Bref, j'explique tout ça parce que vous m'avez demandé pourquoi, en Allemagne, il y a des divisions à ce sujet. J'espère avoir éclairé un peu les raisons. C'est un sentiment très complexe, je ne sais pas trop. Je veux dire, même en Chine, je pense que le fait que les États-Unis jouent le rôle de police du monde, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne se comportent pas comme une bonne police. Ils agissent plutôt comme un tyran, comme une mafia plutôt qu'une police, non? Ils sanctionnent qui ils veulent, ils enlèvent les dirigeants d'autres pays souverains et les États-Unis ne se comportent pas comme ils le devraient. Je pense que c'est là que réside le vrai problème. Well, that's exactly correct. I mean, everybody would like to see a policeman to keep order, but the United States is absolutely not in a position to become a policeman because it is ultimately unaccountable. Yeah. If you give one nation that kind of power and without any kind of responsibility attached to it, it will inevitably over time abuse it. And of course, in the case of the United States, they've done so very quickly because the Americans, to be said straightforwardly, have few basic constraints that prevent them doing that. The better system, by far, is the one that was created at the end of the Second World War, the United Nations, the Security Council, the 5 permanent members. That system has never worked properly because the United States itself took it upon itself to usurp its functions. Dernière question, la Russie et l'Ukraine. Ce cessez-le-feu ou cette trêve parce qu'ils célèbrent le jour de la victoire, est-ce que c'est une vraie trêve ou juste quelques jours d'arrêt des combats? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui. Oui, je veux dire, je pense que c'est ça. Encore une fois, on ne peut pas surestimer l'importance des célébrations du jour de la victoire en Russie. C'est un événement immense, profondément chargé d'émotions, un peu comme en Chine d'ailleurs. Chaque famille russe a été touchée par la guerre. Dans chaque famille, il y a des gens qui sont morts pendant la guerre. C'est l'événement le plus important de l'histoire récente pour le peuple russe. Et justement, comme ce n'est pas seulement un jour férié, mais un jour sacré, il est essentiel qu'il y ait la paix pendant cette période. Et c'est pour ça que le Kremlin, pendant toute la période de l'opération militaire spéciale, annonce toujours une trêve à ce moment-là. Une trêve qui dure le temps des commémorations. Maintenant, du côté ukrainien, c'est différent.
Ils ont des sentiments beaucoup plus partagés à propos du jour de la victoire, parce que, bien sûr, c'est la victoire de l'Union soviétique, et l'Ukraine, évidemment, a aujourd'hui une vision très hostile de cette période. Bref, à chaque fois, ils répondent en disant « Écoutez, on ne célèbre pas vraiment la victoire. On n'accepte pas de cessez-le-feu juste pour aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu tout court, un cessez-le-feu sans limite de durée. » Ils ont donc annoncé le cessez-le-feu le 5 mai, hier en fait, ce qui n'a aucun lien avec les événements du 9 mai. Et ensuite, ils disent, eh bien, vous savez, continuons ce cessez-le-feu indéfiniment. Et bien sûr, les Russes ne vont pas accepter ça, parce qu'ils disent toujours qu'ils ne sont pas intéressés par un cessez-le-feu sans limite. Ils veulent une résolution complète, totale du conflit. Donc ce cessez-le-feu ukrainien, qui n'a jamais été pris au sérieux ni proposé sincèrement, est immédiatement rompu. Les Russes l'ont tout simplement ignoré. Et ça ouvre la voie, d'ailleurs, pour que les Ukrainiens ignorent à leur tour le cessez-le-feu du 9 mai, comme ils le font toujours. Très compliqué. Oui, c'est compliqué d'une certaine manière, mais on peut comprendre la position de chaque camp sur cette question. Cette guerre ne va pas se terminer par un cessez-le-feu. Elle se terminera par une véritable négociation. Si elle doit se finir ainsi, ce sera avec une négociation sérieuse qui aboutira à un accord réel. Les Russes l'ont clairement fait savoir. Et puisqu'ils sont en train de gagner la guerre, il est difficile d'imaginer que cela puisse changer. L'autre option, celle que préfèrent les Ukrainiens et les Européens, c'est qu'il n'y ait pas de fin, pas de négociation, et que la guerre continue encore et encore, sans fin. Ce n'est bon pour personne. Mais bien sûr, c'est catastrophique pour l'Ukraine, qui perd chaque jour des vies, des territoires, de la population et de l'économie. Alors, l'Ukraine, eux, ils ne célèbrent pas le jour de la victoire, parce que c'est soviétique, même si l'Ukraine faisait partie des vainqueurs. Oui, c'est ça. Donc, ils n'aiment toujours pas cette idée. Non, en effet. Je veux dire, c'est là qu'ils se sont vraiment, mais alors vraiment embrouillés. Ils ne veulent pas célébrer le jour de la victoire en Europe, en partie parce que, bien sûr, le rôle de l'Ukraine dans cette victoire faisait partie de l'Union soviétique. Et il faut aussi garder à l'esprit qu'il existe en Ukraine un certain courant d'opinion, peut-être 5% de la population, mais particulièrement présent dans l'armée et dans certaines brigades, disons, néo-nazis, pour qui ce n'était pas une victoire du tout. C'était une défaite, parce qu'ils étaient de l'autre côté. Oui, ils sont plutôt puissants. Oui, comme tu l'as dit, environ 5%. Mais ils ont beaucoup d'influence. Ce sont des gens très puissants, vraiment très puissants. Oui, d'accord, oui. Et je pense que ce n'est pas seulement en Ukraine, probablement dans toute l'Europe de l'Est en général. Il y a des sentiments partagés à propos de tout ça. Oui. Eh bien, ça fait Bober de dénigrer pilote et telling plus en Ukraine. D'accord. Dans certains pays baltes, il y a encore, disons-le, de très fortes sympathies pro-nazis. Et cette idée que finalement, ils étaient du mauvais côté. C'est leur point de vue, en tout cas. Mais même dans un pays comme la Pologne, il y a un point qui, je pense, n'est pas toujours bien compris, notamment en Chine. La victoire sur l'Allemagne n'est pas célébrée à la même date partout. En Occident, on la célèbre le 8 mai, alors que les Soviétiques, puis les Russes, la célèbrent le 9 mai. Et la raison, c'est que les Allemands se sont rendus à des camps différents, à des jours différents. Quand Staline a appris qu'il s'était rendu à l'Ouest un jour avant de se rendre aux Soviétiques, il est entré dans une colère noire.
the Soviets, he was absolutely furious and said, you know, we're going to have the surrender ceremony all Il a over dit, again. vous savez, il va falloir refaire toute la cérémonie de reddition pour qu'ils se rendent à nous tous, les Alliés, ensemble. Mais bon, les Allemands ont fait ça exprès. Même à la toute fin de la guerre, ils essayaient encore de semer la discorde entre les Alliés. Et incroyable mais vrai, ils y sont parvenus. Par exemple, la Pologne célèbre la journée de la victoire le 8 mai et non le 9. Et en Pologne, tout le monde est anti-allemand. Mais là-bas, on dit que les Soviétiques et les Allemands étaient, d'une certaine manière, alliés l'un avec l'autre contre la Pologne et d'autres choses de ce genre. C'est vraiment très très compliqué. Mais pour les gens en Chine, c'est impossible d'expliquer à quel point l'histoire et la politique européenne sont complexes. J'ai lu un livre il y a quelque temps. Le titre, c'est Voisins, et il raconte ce qui s'est passé en Pologne, dans une petite ville. J'ai oublié le nom. C'était pas une grande ville, peut-être 3 ou 4 000 habitants. En gros, la moitié des habitants étaient juifs, et l'autre moitié, les non-juifs, ont fini par tuer cette moitié-là, les juifs. Il n'y a eu que 7 juifs qui ont survécu. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le disiez, c'est très complexe. Parce que, à un moment, les Soviétiques et l'Allemagne avaient un accord de paix entre eux, non? Ils se sont partagés la Pologne, et cette région-là a fait partie de l'Union soviétique pendant un certain temps. Et dans cette ville, à ce moment-là, les Juifs préféraient être pris par les Soviétiques plutôt que par les Allemands. Mais ensuite, cette partie a été reprise par les Allemands. Mais le truc, c'est que les Allemands qui ont envoyé des gens dans la ville, ce n'était pas eux qui ont forcé la moitié de la ville à tuer l'autre moitié. C'était les habitants eux-mêmes qui ont dit à la Gestapo allemande « Est-ce qu'on peut le faire? Donnez-nous une journée. On va faire tout ce que vous voulez faire, ou quelque chose comme ça. » Et la Gestapo a juste répondu « D'accord, allez-y. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rassemblé tous les Juifs dans une ferme et ont tout brûlé. C'était extrêmement difficile à lire. C'est tellement brutal, toute cette histoire. Je veux dire, imaginez, vous vous connaissez tous. C'est votre voisin, vous voyez. Et pourtant, ils ont fait ça. Ça montre... Enfin, ce livre, j'ai tellement appris sur la façon dont les Européens de l'Est voient les Juifs en général et aussi sur la façon dont ils perçoivent les Allemands, l'Allemagne en général. C'est vraiment sécuritaire. Absolument, je veux dire, mais c'est l'Europe. Alors souvenez-vous de ce que j'ai toujours dit. La culture européenne est très centrée sur le pouvoir et sur la guerre. D'une manière que je pense les Chinois ont beaucoup de mal à comprendre. Nous n'avons jamais vraiment quitté l'époque des royaumes en guerre. En Chine, eux, ils ont réussi à tourner cette page. Mais en Europe, nous, on ne l'a jamais fait. Et du coup, au fond, on a tous peur les uns des autres. Oui. Même l'Union européenne, c'est toujours cette idée que l'Union européenne veut avoir du pouvoir sur tel ou tel pays, non? Au lieu de dire « rassemblons-nous, aidons-nous les uns les autres, faisons des collaborations ». Exactement. Alors, c'est profondément, très complètement différent de la situation en Chine. J'ajouterais que, vous savez, les Russes sont un peu pris entre les deux. Parce que d'un côté, ce sont eux aussi des Européens. Donc ils ont leurs propres problèmes avec les différents États européens, les nations européennes et toutes leurs tensions. Il y a eu des tensions entre les Russes et, disons, les Allemands, entre les Russes et les Polonais, entre les Russes et les Britanniques, et tout ça. Mais en même temps, la Russie, c'est un pays immense. Sa population est bien plus nombreuse. Et c'est, comme elle le dit elle-même, un état de civilisation. Ils ont des gens qui parlent différentes langues, mais qui, malgré tout, se reconnaissent comme Russes. Donc, c'est plus proche de la Chine que de n'importe quel autre pays européen.
Mais en même temps, c'est aussi d'une certaine manière européen. Et c'est justement cette fracture structurelle, cette division psychologique que les Russes eux-mêmes n'ont jamais vraiment réussi à résoudre. D'ailleurs, c'est un sujet de discussion énorme en Russie. Est-ce que nous sommes des Européens ou pas? Et si nous le sommes, quel genre d'Européens sommes-nous? Des Européens qui rejettent tout le reste, toutes ces guerres, ces conflits, ces divisions à l'intérieur de l'Europe. Ou bien ne sommes-nous pas vraiment des Européens? Sommes-nous plutôt des Eurasiens, avec une vision du monde, un système social et une conception de l'État complètement différents? C'est un débat que les Russes mènent avec eux-mêmes depuis au moins le XIXe siècle et qu'ils n'ont jamais vraiment tranché. Très bien. Qui continue le débat, je suppose. Ah oui, les Russes adorent discuter. Ils sont vraiment, vraiment doués pour le débat. Mais ils n'en tirent jamais de conclusion. Ils n'ont jamais eu... Vous voyez, la Chine, à la fin de la période des royaumes combattants, a connu ce groupe extraordinaire de philosophes qui se sont réunis, qui ont observé l'état du pays et de la société chinoise et qui ont proposé toutes sortes d'idées et de principes. Ces idées ont été très vite adoptées dans la société chinoise. Et depuis, elles ont façonné cette société vers une recherche d'harmonie, de stabilité et d'unité. Une unité sans contrainte. Aucune région d'Europe n'a connu quelque chose de comparable. D'accord, continuons à regarder. C'est vraiment intéressant. On en reparle la semaine prochaine. En effet,